Alors imaginez un peu devoir diriger un empire qui s'étend sur une bonne partie de l'Europe occidentale. Sauf que on est au début du 9e siècle. Pas de téléphone, pas d'internet, même pas une poste fiable. C'était ça le défi absolument colossal de l'empire carolingien. Alors la grande question c'est comment ont-ils bien pu réussir cet exploit? C'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Regardez cette carte, ce n'est pas juste un territoire, c'est un véritable patchwork de peuples, de langues, de cultures, qui va de la mer du Nord jusqu'aux portes de Rome. À l'époque, le moindre voyage était une expédition, et chaque message qu'on envoyait, c'était un peu un pari sur l'avenir. Franchement, comment on fait pour unifier tout ça sous une seule et même bannière? C'est la question centrale. Comment on s'assure que les ordres qui sont donnés au cœur du pouvoir, à Aix-la-Chapelle, soient bien appliqués à des centaines de kilomètres de là, par des gens qui, souvent, ne parlent même pas la même langue? Eh bien, c'est tout le génie du système carolingien qu'on va explorer maintenant. La toute première pièce du puzzle, c'est quoi? Une administration d'une efficacité redoutable. Les Carolingiens ont compris une chose, et très vite. La conquête militaire, c'est bien, c'est la première étape. Mais le vrai défi, le plus dur, c'est de gouverner. Et pour ça, ils ont bâti une véritable machine administrative, quelque chose de jamais vu pour l'époque. Ce schéma, on dirait presque l'organigramme d'une boîte moderne, pas vrai? Tout en haut, le PDG, ici c'est l'empereur, qui donne une directive. Et cette directive, qu'on appelait un capitulaire, eh bien elle descend à travers tous les niveaux de management. C'est un système pyramidal, conçu pour que la volonté de l'empereur arrive jusqu'au citoyen le plus éloigné. Ok, mais comment vérifier que les ordres ne se perdent pas en route? Comment on lutte contre la corruption, contre les petits chefs locaux qui n'en font qu'à leur tête? C'est là qu'entrent en scène les missi dominici. On pourrait presque les voir comme les auditeurs internes, ou même les agents secrets de l'empereur. C'était ses yeux et ses oreilles, il parcourait l'empire pour s'assurer que sa volonté était respectée à la lettre. Et c'est là que le système devient vraiment brillant. C'est une sorte d'équilibre des pouvoirs avant l'heure. Le pouvoir local, il est divisé en deux. D'un côté les comtes, qui gèrent le civil, de l'autre, les évêques, qui s'occupent du religieux. Deux forces qui, en quelque sorte, se surveillent. Et au-dessus d'eux, les missi dominici, qui vérifient que personne ne prend trop la confiance. Un coup de génie politique, franchement. Mais attention, le pouvoir carolingien, ce n'est pas que des règles et des lois. C'est aussi, et surtout, un contrat social, un lien de confiance personnelle. C'est ce qu'on appelle la commandatio. Un guerrier jure fidélité à son seigneur et, en échange, il reçoit de quoi vivre, le plus souvent une terre. C'est cet immense réseau de loyauté personnelle qui maille tout l'empire et qui relie chaque individu, au bout du compte, à l'empereur. Bien sûr, un empire, ça ne se bâtit pas qu'avec des lois et des serments de fidélité. Il faut aussi des épées. Alors comment les Carolingiens ont-ils fait pour lever et financer une armée capable de conquérir un continent? La réponse, et c'est assez surprenant, elle se trouve dans la terre elle-même. L'idée est tout simplement révolutionnaire pour l'époque. On oublie l'armée de métier permanente, qui coûte une fortune. Non, l'armée carolingienne, c'est une armée de citoyens soldats. En fait, le service militaire, c'est une sorte d'impôt. Un impôt qu'on ne paie pas en argent, mais avec son temps et son courage. Plus on possède de terres, plus on doit contribuer à la défense de l'empire. Et l'unité de mesure de tout système, c'est la manse. Il faut vraiment voir la manse comme le cœur économique de la société carolingienne. C'est la terre qui nourrit une famille, qui crée de la richesse et qui, en fin de compte, fournit un soldat à l'armée. Alors, pour qu'on se fasse une idée bien concrète, une seule manse, c'est l'équivalent d'environ 15 terrains de foot. C'est pas mal, de quoi faire vivre une famille. Mais si un homme libre en possédait 4, soit l'équivalent de 60 terrains de foot, eh bien là, il devait prendre son épée, s'équiper et rejoindre l'armée de l'empereur. La terre, c'était la richesse, oui, mais c'était aussi le devoir. Et ce devoir, ce n'était pas une petite affaire. Chaque soldat devait payer de sa poche son propre équipement, qu'on voit ici. Un cheval de guerre, une armure, une épée. Ça représentait une véritable fortune pour l'époque. Servir l'empereur, c'était un honneur, bien sûr, mais c'était aussi un lourd, très lourd sacrifice financier et personnel. Mais le pouvoir des Carolingiens ne reposait pas que sur l'administration et sur l'armée. Il y avait une troisième force, beaucoup plus subtile, mais peut-être encore plus puissante. La foi. L'Église, ce n'était pas juste une institution religieuse, c'était le véritable ciment qui faisait tenir tout cet immense empire. Pour bien comprendre l'importance de l'Église, il faut s'imaginer un monde sans police de caractère standard. Chaque région, chaque monastère avait sa propre écriture. C'était autant de dialectes visuels. Un ordre qui était écrit à Aix-la-Chapelle pouvait devenir totalement illisible en arrivant en Italie. Un cauchemar administratif. Et voici la solution. Une solution d'une simplicité géniale. La minuscule Caroline. C'est tout simplement l'ancêtre direct de nos lettres d'imprimerie moderne. Elle est claire, elle est simple, elle est universelle.
L'impact a été tellement énorme qu'on pourrait le comparer à l'invention de l'imprimerie, mais 600 ans avant. Une vraie révolution, qui a permis à l'information de circuler enfin de manière fiable et claire dans tout l'Empire. Et l'Église était bien plus qu'une force spirituelle ou culturelle. Regardez cette carte. Elle formait le véritable système nerveux de l'Empire. Chaque évêché, chaque monastère, c'était un nœud de ce réseau. Un point qui diffusait non seulement la foi, mais aussi la culture, l'éducation et surtout le pouvoir de l'empereur. Alors, si on résume, comment tout ça s'articule? C'est ça, la fameuse synthèse carolingienne. Une administration efficace, une armée puissante et une église qui unifie. 3 piliers qui se soutiennent les uns les autres pour créer et maintenir l'un des plus grands empires de l'histoire de l'Europe. Au cœur de cette machine incroyablement complexe, il y a un seul homme, l'empereur. C'est lui le cerveau qui dirige l'administration, le bras armé qui mène les conquêtes et l'âme qui inspire la foi à travers l'Église. Tout le pouvoir part de lui et tout le pouvoir revient à lui. C'est une centralisation absolue. En bref, le système carolingien, il tenait grâce à un équilibre parfait entre ces 3 forces. D'abord, une administration basée sur des liens de loyauté très directs. Ensuite, une armée de propriétaires terriens qui finalement défendaient leurs propres biens. Et enfin, une église qui fournissait une culture et une infrastructure commune à tous. Mais cette machine impériale, aussi magnifique soit-elle, avait une faille, un point faible critique. Elle dépendait entièrement, absolument, de la personne au sommet. Sans un leader fort, charismatique, visionnaire comme Charlemagne, tout le système menaçait de s'effondrer comme un château de cartes. Et ça nous laisse avec la question qui hante tous les grands empires. Est-ce qu'on peut survivre à son fondateur? L'empire carolingien, c'était le chef-d'œuvre de Charlemagne. Mais est-ce qu'il pouvait lui survivre? C'est une question qui résonne encore très fort aujourd'hui, dans un monde qui cherche toujours le bon équilibre entre un leadership fort et des institutions solides.